Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon après-midi. Je m'appelle Tatiana Polevoy. Je suis journaliste. Je vous présente Philippe Lamar. Bonjour tout le monde. C'est le fondateur et le président d'Urbania. Et c'est la personne avec qui j'ai le plus parlé quand j'ai écrit ce livre-là. Ouais. Urbania 20. Un beau livre de combien de pages? Je sais plus il y a combien de pages. Il y en a beaucoup. 300? 300 pages. 304? 300 quelques. Ouais, Ouais. c'est bon. D'ailleurs, que vous pouvez vous procurer... On va faire notre plug, tant qu'à être Ben ici, oui. là. Que vous pouvez vous procurer au kiosque des éditions Cardinal, qui est juste sur le coin ici, numéro 17... 307. 1707. Ah oui, 1407. 1707. 1707. Petite confusion. Finalement, le livre, il y a 700 pages. OK? Fiez-vous pas, il y a de la misère avec les chiffres. N'est pas Louis T qui veut. Philippe, bonjour, Salut officiellement. Tatiana. On va avoir une petite discussion sur le livre, mais aussi sur Urbania en général, Avec plaisir. parce que c'est un livre qui retrace l'histoire de ce qui a été d'abord un magazine, mais ensuite tout un média. J'aimerais que tu me racontes rapidement les débuts d'Urbania. Ça a été quoi la première impulsion? Bien, la première impulsion, on était en 2003, à peu près au mois de mars. On était une gang d'amis. On avait un studio de design graphique sur le boulevard Saint-Laurent. Et puis, à ce moment-là, on avait envie d'un projet à nous, d'un projet où on n'aurait pas de clients à servir, on aurait vraiment une espèce de liberté. Puis on s'est créé un espèce de laboratoire qui... Puis on a mis une date dans le calendrier. On s'est dit aussi, en juin, on sort un magazine. Puis on s'est rassemblés autour d'une table. On a brainstormé ensemble. Puis on a dit, on va lancer un magazine dans 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a été une espèce d'aventure où on savait pas du tout ce qu'on faisait. Tu sais, moi, j'étais graphiste, j'avais fait des projets d'imprimés avant, mais là, tout d'un coup, il fallait comme créer un objet culturel. Il fallait trouver une ligne éditoriale, il fallait inventer une espèce de ton, définir un esprit. Puis ça s'est fait comme... On s'est donné un deadline tellement court, justement, qu'on a arrêté de réfléchir. On a sauté à l'eau, puis on l'a fait, puis on l'a publié. Puis pour vrai, je pense que si on n'avait pas mis des coupons d'abonnement dans la première édition, on aurait juste fait un, puis ça aurait été juste ça. Ouais, ça a pris des proportions démesurées, puis je suis contente parce qu'on voit une image qui est tirée du livre. Ça, c'est l'équipe du début. Les originals, les OGs. Les OGs d'Urbania. Rapidement, qui est là-dessus? Ben, écoute, il y a Vianney Tremblay, qui est mon ami d'enfance, avec qui j'ai parti le magazine, puis j'ai parti mon entreprise à l'époque. Il y a Franck Deverne, un jeune stagiaire français qu'on avait récupéré pour 6 mois. Gabriel Poirier-Arnaud, qui aujourd'hui est rendu réalisateur, qui fait des projets d'envergure multimédia. Puis Tania Jiménez, qui est graphiste. Puis qui sont rassemblés autour de moi. J'étais sûrement en train de leur monter des photos un peu scabreuses, mais que c'est mieux que la photo soit prise à cet angle-là. Mais, Ça, c'est la gang du début. ouais. À cette époque-là, tu as combien d'employés payés chez Urbania? On était 8 ou 9 au total. On était une petite équipe. Mais c'était aussi un prétexte de lancer le magazine. C'était un prétexte aussi pour travailler avec des gens qui n'étaient pas autour de nous, des photographes, des illustrateurs, des gens de talent avec qui j'avais envie d'offrir une espèce de tribune, une liberté de création qui était très peu payée. C'était vraiment... Le magazine a été bénévole pendant à peu près 10 ans. C'était vraiment un projet de cœur. Mais en même temps, ça m'a permis de connecter avec des gens. Ça me donnait un prétexte pour sortir du bureau puis aller jaser avec du monde puis collaborer avec des créateurs que j'admirais. Là, tu l'as dit, puis à chaque fois qu'on parle d'Urbania, il faut qu'on le répète parce que tu dis que c'était très peu payé, c'était bénévole, ça, c'est vrai, mais il y avait une façon de rémunérer les collaborateurs aussi qui était assez inédite. Ben, écoute, en fait, moi, la question, ce que je me disais, c'est que si on veut faire un objet de qualité, tout ça, ben, à un moment donné, il faut choisir où on met nos priorités. Fait qu'on, soit on coupait la qualité de l'objet, puis on se mettait justement à donner des petits cachets à tout le monde, ou on faisait un bel échange avec des compagnies de bière comme la bière Boris ou d'autres. Puis honnêtement, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que les gens qui collaborent au magazine le fassent pour des bonnes raisons, le fassent pour vraiment le plaisir de créer quelque chose d'original qu'ils ne pourraient pas faire dans un autre contexte. Fait que c'était vraiment ça, le modus operandi.
Puis ça a mis du monde sur la map aussi. Il y avait des gens qui utilisaient Urbania aussi pour monter un portfolio, des photographes, il y avait des réalisateurs qui allaient faire leurs premières armes. Il y a des journalistes, des animateurs, des auteurs qui ont commencé chez Urbania. Il y a Catherine Pogonade qui a écrit dans les débuts, Sébastien Diaz qui était réalisateur. Judith Lucier. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par Urbania. En fait, c'est ça qui... Puis à travers l'expérience de faire le livre avec toi, c'est un petit peu ça que je retiens. C'est vraiment le fait que on était vraiment une première tribune pour beaucoup de gens. On a fait confiance à des gens parce qu'effectivement, comme on n'avait rien à perdre, on donnait la liberté, mais on laissait aussi les gens s'exprimer selon leur façon de faire. Parce que je me souviens tout le temps, un Sébastien Diaz, il collaborait avec nous, mais il y avait aussi, quand le magazine L'Actualité avait vu ce qu'il avait fait, ils l'ont recruté, mais dans L'Actualité, le ton de Sébastien Diaz, il passait au rouleau compresseur. Là, il rendait ça uniforme. Donc, tu t'inscrivais dans l'actualité, tandis que dans Urbania, tu pouvais vraiment être toi-même puis exprimer les choses telles que tu les voyais. Une des raisons premières qui t'a poussé à lancer ton magazine en 2003 avec Vianney Tremblay, c'est que tu l'as dit, tu étais graphiste, tu avais des clients pour qui tu travaillais. Puis rapidement, je pense que tu as réalisé que l'autorité, c'était pas ton truc. Ça a toujours été un petit peu mon moteur dans la vie, la fuite de l'autorité. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé mon entreprise à l'an 2000. Mais quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis aperçu que chacun de mes clients était aussi mon patron. Fait que là, je me suis dit, comment je pourrais encore m'émanciper de ce joug? Puis ça a été un petit peu ça, le magazine. Ça a été une espèce de façon de dire, je veux faire le fond comme la forme, je veux faire le contenu comme le contenant. Le fond, la forme, ça m'intéresse, on en parlera. Mais l'idée de... Aujourd'hui, tu en as combien des employés chez Urbania? Vous êtes quoi, une centaine à peu près? On est avec la France, on est 80 à Montréal puis 18 en France. Ouais. Une centaine d'employés. Comment on fait pour être un boss quand on haït l'autorité? Bien, tu crées un contexte, tu crées une entreprise dans laquelle, justement, c'est pas une entreprise verticale, c'est une entreprise horizontale où tu donnes beaucoup de liberté aux gens. Tu les rends responsables de leur travail, tu leur fais confiance, puis tu leur pousses dans le derrière pour qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. C'est le genre de boss que peut-être que si j'avais eu un boss comme moi, peut-être que j'aurais été employé plus longtemps que je l'ai été. Mais moi, j'essaie de faire en sorte que les gens, ils n'ont pas l'impression, justement, d'être dans un contexte d'autorité ou hiérarchique. Es-tu un bon patron? Ben, il faudrait que tu demandes à mes collègues, là, je sais pas. Non, mais je pense que je suis un bon patron pour donner pour justement pousser les gens à se dépasser. Moi, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai. Je pense que je vois chez les gens quelque chose que même parfois ils ne veulent même pas en eux-mêmes, puis je les pousse à le sortir. Je les pousse à le sortir. Rapidement, Urbania va faire sa marque au début des années 2000 avec beaucoup son contenu visuel. Puis on a certaines images ici qui vont défiler. Vous allez voir certaines photos qui proviennent du livre dont on parle aujourd'hui. Pourquoi c'était si important de se démarquer visuellement? Il y avait déjà des magazines à l'époque il y avait... Ça fait rire. Gros, ça existait-tu encore? C'était vers la fin. Il y en avait des magazines au Québec. Oui. Mais pourquoi c'était important de se démarquer au niveau visuel? Bien, comme on a fait le magazine avec pas grand-chose, on se battait contre des groupes de presse de Rogers, de Québécois, de Transcontinental à l'époque. Puis nous, notre seule arme, c'était pas l'argent, puis c'était pas de se payer des grandes campagnes de marketing, c'était d'avoir des idées. Donc, des idées audacieuses, de mettre des couvertures, d'avoir des couvertures qui détonnent. Puis ça a été vraiment un élément qui a été une signature d'Urbania. C'est des couvertures, justement, qu'aucun autre magazine n'aurait osé mettre. La toute première couverture d'Urbania, c'était un Hells Angel à vélo. C'était un espèce de gars barbu qu'on avait vu en face de nos bureaux sur le boulevard de Maisonneuve à l'époque. C'est un personnage que tout le monde voyait, mais que personne regardait, qui se tenait partout dans le Carré Saint-Louis, je pense. Oui, c'était au Carré Saint-Louis, mais il se tenait un peu partout à Montréal, puis il roulait en tricycle dans Montréal. Mais c'était vraiment un Hells Angel écologique. Mais c'est le genre de gars, aucun magazine, dans une recette marketing de base, aurait décidé de mettre un gars comme ça sur la couverture. Puis nous, ça a été un petit peu ça, notre esprit. On va dire, on va faire à peu près tout le contraire de ce que les autres font. Mais on va aussi faire des choses scandaleuses, comme mettre une Michel Richard en maillot de bain sur la couverture ou un Antoine Bertrand torse nu. Vraiment faire des coups d'éclat. Puis nos une devenait un peu notre campagne de pub. Puis ça fait en sorte que les journalistes avaient hâte de savoir ça allait être quoi notre prochaine couverture. Ça faisait en sorte aussi que le magazine, c'était un objet papier qu'on voulait garder. Moi, quand ça sort, j'étais à l'université, puis tous mes amis puis moi, on a nos magazines Urbania empilés sur notre petite table à café dans notre salon d'appartement. Il y avait ça aussi. Il y avait l'idée d'un objet, de posséder un objet tangible puis de le conserver. Puis c'était pas tous les magazines qu'on gardait non plus. Fait que j'imagine qu'il y avait cette envie aussi de pérennité dans le magazine papier. Mais honnêtement, je prétendrais même pas ça. Je pense que c'est juste le fait que, comme on collaborait avec des gens qui avaient du talent, puis nous, c'est ça, puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt sur la rémunération des gens.
c'est qu'on avait envie de publier un objet dont on était tous fiers. Comme on le faisait à la sueur de notre front puis avec cœur, on avait envie, une fois qu'on l'imprimait, de le collectionner puis qu'on le range dans la bibliothèque plutôt que de le mettre dans le bac à recyclage. Fait que c'était pas dans la quête de la pérennité au sens noble, mais c'était plus le désir de faire quelque chose qui nous rend fiers dans l'immédiat. Trouves-tu ça bizarre quand le projet de cœur que tu as parti il y a 20 ans, finalement est demeuré vivant, finalement fait l'objet d'un livre, puis là, on te demande de réanalyser toutes les idées que tu as eues? C'est un peu bizarre quand même. Bien, ça me rend fier quand même de me dire que le petit projet d'une gang d'amis a parti il y a 20 ans est encore vivant. T'sais, premièrement, juste que ce soit encore vivant, comme je disais tantôt, là, si on n'avait pas mis de coupon d'abonnement dans le premier numéro, sûrement qu'on aurait fait juste un. Mais de dire qu'il y a encore l'esprit, puis que maintenant, cet esprit-là est repris par des gens plus jeunes, des gens qui ont 22, 23 ans dans l'équipe, puis qui perpétuent l'espèce d'esprit un peu défricheur qu'on avait à l'époque, puis que c'est plus moi qui le porte aujourd'hui. C'est comme si j'avais donné le coffre à outils à d'autres gens, puis même en France, c'est la même chose aussi. Donc, de sentir qu'on a bâti quelque chose qui va peut-être nous perdurer. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Là, je souhaite mourir, puis Urbania existe encore. C'est quand même... Tu parles des jeunes de 22-23 ans qui ont les clés pour faire avancer la machine aujourd'hui. Il y a quelque chose chez Urbania aussi qui est assez particulier, puis je suis vraiment contente de parler devant un salon du livre rempli d'enfants puis de voir les pages couverture. Oui, ça, c'est plus présentable avec Pascal Passe-Montagne. Ça, c'était toute une photo que vous aviez trouvée. Michel Richard t'en a parlé aussi, qui avait fait quand même beaucoup jaser sur la couverture. Ça aussi, c'est une. Il y en avait 2 unes différentes. En tout cas, vous allez les voir pendant qu'on va parler. Mais la jeunesse, oui. Tu as parti ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, les gens qui lisaient Urbania en 2003, est-ce qu'ils continuent de lire les contenus d'Urbania sur Internet, sur les réseaux sociaux? S'ils sont jeunes de cœur, oui. Mais s'ils sont devenus vieux et aigris, ils trouvent qu'Urbania est rendu trop woke, trop ci, trop ça. Mais ça, je suis très à l'aise avec cette conception-là. Pourquoi ça te dérange pas? Parce que ça dérangerait n'importe qui de voir que tes propres amis, des fois... Se moquent de moi. J'allais dire, sont pas concernés, mais oui, ils se moquent aussi de toi par les contenus aujourd'hui. Bien, parce que je voudrais pas avoir créé quelque chose, justement, qui est juste le truc d'une génération puis qui s'éteint avec la génération qui l'a vu naître. Moi, dans ma tête, justement, il y a une espèce d'esprit un peu, une espèce de candeur puis un désir de bousculer l'ordre établi dans ce qu'on a parti. Mais je veux que ça reste. Je veux que cet esprit-là reste. Je veux pas devenir... Tu sais, oui, en vieillissant, on devient l'establishment, puis on devient les vieux croutons, puis mais il reste que moi, je sais pas, c'est pas ce dont j'ai envie. J'ai vraiment envie qu'à chaque fois, il y a une nouvelle génération qui s'en empare, puis que dans 10 ans, les gens qui ont 23 ans aujourd'hui, qui se trouvent bien edgy dans leurs opinions, qu'ils soient scandalisés parce que les jeunes qui ont aujourd'hui 12 ans vont faire dans 10 ans. Mais là, t'as quoi, 48? 48. T'as 48 ans. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, tu pourras plus diriger ton bébé? J'espère. J'espère qu'un jour, je vais être rendu passé date puis qu'il y a des gens qui vont me botter le derrière pour que je m'en aille. Mais oui, c'est mon souhait. Ça me dérange pas, ça. Moi, j'ai pas... en autant que l'esprit initial perdure. Moi, c'est vraiment ça que... Tu sais, tout ce qu'on a fait dans Urbania, c'est vouloir faire des choses qui marquent le temps puis qui traversent les époques. Mais moi, j'ai pas le goût de rester là à vitam aeternam. J'ai pas le goût d'être un gars qui traîne. Non, tu vas aller faire quoi? Ah, mon Dieu, ça tombe. C'est bienvenue à la séance de psychothérapie publique de Philippe Lamar. Non, mais en fait, moi, je vais continuer à faire des projets créatifs, mais je vais aller recruter des nouvelles personnes. Je vais aller en chercher des nouveaux. Moi, c'est ce qui me passionne dans la vie, c'est de trouver du talent. Ouais. Peu importe où il est. Puis je pense qu'un des projets qui te passionne depuis quelques années et qui devrait te passionner encore quelques années, c'est toute l'idée de conquérir la France. Le bureau d'Urbania en France a ouvert en pleine pandémie. Oui, il y a 3 ans maintenant. Quelle bonne idée. Mais c'était une super idée d'exporter en temps de pandémie. Mais pourquoi la France alors qu'on est si proche de New York? Parce que depuis les débuts d'Urbania, il y a de l'ADN de France dans Urbania. Justement, tantôt, je parlais de Franck Deverne, qui était notre premier designer web, qui avait conçu les premiers sites web d'Urbania, qui était un espèce de gars qui débarquait en stage chez Urbania. Puis, le mandat que j'y ai donné au départ à Franck, c'est dit, fais un site web pour un magazine qui n'existe pas encore. Puis Franck a pris ça comme une espèce de défi créatif incroyable, puis il a donné, puis Urbania s'est fait connaître au début aussi parce qu'à chaque numéro qu'on lançait du magazine papier, il y avait un accompagnement numérique avec justement de la vidéo, de l'interactivité, tout ça. Donc ça a toujours été dans notre ADN. Mais ça, c'est grâce à Franck. Franck, c'est un Français pur jus, mais il y avait aussi... Il y a toujours eu beaucoup de Français qui ont travaillé chez Urbania depuis la création. Hein? Beaucoup de gens qui nous lisaient, qui étaient des Français, qui avaient une espèce de curiosité de découvrir le Québec à travers un objet médiatique hors norme. Fait que ça a toujours été dans notre ADN. Mais il y a un moment donné où on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait comment on va expandre Urbania? Puis
Puis les gens nous disaient, vous devriez aller à Toronto pour y aller chercher des annonceurs nationaux, puis tout ça, ça aurait été la suite logique. Mais moi, c'est vraiment... On a fait un projet en 2012 qui s'appelle Fort McMurray, qui est un documentaire sur la ville de Fort McMurray qu'on a fait en collaboration avec la chaîne Arte. Et avec l'ONF aussi. Avec l'ONF et Arte en France. Puis en fait, ça m'a fait tremper un orteil dans la scène médiatique française. Ça m'a donné des contacts là-bas, puis ça m'a donné envie, justement, de développer des projets avec la France. Puis, à un moment donné, on a envoyé une équipe de rédaction en France faire une édition spéciale sur les Parisiens en France. Et puis... Il a déjà écrit, d'ailleurs, dans l'éditorial de ce numéro-là. On allait conquérir la France. Qui est sorti en 2008, si je me 2009, trompe pas. je pense. 2009. C'était déjà écrit qu'il y avait des velléités de conquête de la France. Là. Souvent, on l'écrivait pour se botter le cul pour le faire, parce que... C'est le numéro, d'ailleurs, duquel on parle. Exactement. Mais non, donc c'était quelque chose, un rêve qu'on caressait, mais évidemment, il a fallu attendre d'avoir les sous. On a bâti quand même un petit trésor de guerre pour pouvoir faire ça. Mais ça a été vraiment... Mais c'est vraiment un rêve, puis c'est un rêve un peu fou, puis c'est pas gagné, la France. Là. Ça fait 3 ans qu'on est là, mais je peux pas dire qu'on a encore conquis la France. On n'a pas conquis l'Hexagone encore, tout à fait. Vous êtes comme les humoristes québécois dont on parle d'un média ici en disant qu'ils font un tabac en France, puis finalement, ils font des petites salles de 40 personnes. Ben c'est ça, exactement. On fait des salles de 40 personnes, puis c'est pas pleine quand on fait le show. C'est normal. C'est correct. C'est ça aussi, bâtir une business. Ça fait 20 ans qu'on fait Urbania ici. On fera pas la même chose en 2 ans là-bas. Là. On peut dire qu'Urbania, c'est une boîte aujourd'hui qui fait du contenu. Il y a du contenu en ligne, du contenu web, des textes. Il y a des émissions de télé. Il y a des micro-mags aujourd'hui. Faire du contenu en France puis faire du contenu au Québec, c'est quoi la différence? Et c'est vraiment... c'est très surprenant parce qu'en France, on a vraiment donné un peu l'esprit de la marque à des Français. On a vraiment demandé à des Français de s'emparer un petit peu de ce qu'était Urbania et de l'adapter au territoire parce que je pense pas que débarquer en France avec la prétention de pouvoir montrer aux Français ce qu'ils ont envie de consommer comme contenu était la bonne approche. Mais c'est surprenant. Ils ont une approche beaucoup plus politisée, beaucoup plus grinçante que nous. Nous, on est baveux, mais on est quand même plus bon enfant au Québec. On est plus... On s'aime, au fond. Au fond, on s'aime, puis on a envie on n'a pas envie de blesser. Tandis qu'en France, il y a un côté très décapant. Des fois, je vois des contenus politiques où on dégomme des gens d'une façon on n'oserait jamais faire ça au Québec. Puis il y a aussi, puis on a une équipe aussi de journalistes en France qui sont, qui sont à la fois des journalistes qui ont travaillé dans des médias traditionnels, donc à qui on donne une espèce de liberté qu'ils n'ont jamais eu la chance d'avoir. Parce que, donc, ça fait des espèces d'amalgames un peu flyés. On vient de sortir une vidéo aujourd'hui où on a 2 journalistes qui s'appellent Mathieu en France, qui ont fait une espèce de pastiche d'une épicerie qui recycle de la nourriture usagée. En tout cas, c'est une espèce de délire. On n'aurait jamais fait ça au Québec de cette façon-là. Mais ça, j'aime ça aussi de sentir que des Français peuvent réinventer un peu ce que c'est du Urbania, mais à leur sauce, à leur façon. Les Français font pas du contenu comme les Québécois. Ils travaillent pas non plus comme les Québécois. Encore cette semaine, j'entendais à la radio Véronique Cloutier qui racontait quand elle est allée faire la fureur en France dans les années 90, les méthodes de travail qui étaient tellement différentes, l'espèce de côté décapant dont tu parles dans le contenu qui existait dans les relations de travail. Moi, j'ai interviewé les gens qui travaillent au bureau d'Urbania en France. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes discussions. Tout est plus compliqué, tout est plus long, les mots prennent plus de place. Faire de la business en France, c'est différent. Il faut argumenter sur tout. Là. Ouais, chaque décision est le résultat d'une grande discussion. Donc, oui, c'est plus... mais en même temps, il y a une beauté dans ça, justement. Puis des fois, au Québec, je trouve qu'on esquive un petit peu le débat ou l'espèce de choc des idées qui peut donner naissance à des choses auxquelles on ne s'attendrait pas au premier abord. Mais c'est sûr que dans le monde du travail, les Français ont quand même été souvent éduqués dans un système très hiérarchique où tu as le maître en avant de la classe, puis tout le monde qui vous voit, puis tout le monde obéit aux ordres. Tandis que nous, on dit aux gens, on veut pas que vous obéissiez aux ordres. Là. Vous n'êtes pas obligés de nous écouter quand on dit quelque chose. Là. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Puis ça les déstabilise. Puis ça les sort un petit peu de la zone de confort. C'est la différence beaucoup entre les Français et les Québécois, entre l'Europe et l'Amérique aussi, j'ai l'impression. Là, c'est pour ça que souvent, ils ont le fantasme de l'Amérique un peu... Je peux te poser des questions, Tatiana? Mais malheureusement, c'est pas dans le contrat. Non. Vas-y. Non, mais je suis curieux parce que tu es embarqué dans ce mandat-là. Pourquoi tu as dit oui au départ quand on t'a offert d'écrire ce livre-là? Bien, parce que moi, j'ai jamais été un employé chez Urbania. Tu sais, j'ai fait des petites piges chez Urbania tout au long de ma carrière, mais j'ai jamais été ENAS. Et c'est un média qui m'intriguait beaucoup parce que j'avais le... Tu nous jugeais. Moi, je vous jugeais. Je peux le dire maintenant que le projet est terminé. Moi, je me suis toujours posé une question par rapport aux gens que vous mettiez de l'avant dans le magazine. Là, on voit cet homme... Jack. Jack, c'est ça, qui est en tricycle.
Gérald Tremblay dans l'autobus, je me suis toujours posé la question, est où la ligne entre Se moquer ou rire entre avec. honorer ces gens-là en les mettant en photo dans un magazine cool ou les instrumentaliser pour asseoir notre place de cool. Puis je pense que c'est peut-être la chose qui a le plus changé en faisant ce livre-là. Toi, t'as jamais voulu niaiser le monde. Toi, t'aimes le monde. J'aime le monde, mais j'aime la fine ligne où où tu poses la question. J'aime le moment où tu te demandes est-ce qu'on est en train de rire avec ou de lui. Puis je trouve que cette espèce de zone d'inconfort-là, c'est ce qui fait justement qu'on se pose des questions quand on voit quelque chose au lieu d'être... Tu sais, ça crée une ambiguïté. J'aime les images ambiguës. Il y a un bon côté de la ligne où tu es dans la bienveillance, où on est dans cette idée de rendre l'ordinaire extraordinaire, qui est votre devise. Puis il y a l'autre côté de la ligne où des fois, en le voulant ou en le voulant pas, on dépasse. Ouais. Considères-tu qu'Urbania a dépassé cette ligne-là parfois dans ses 20 ans d'existence? Oui, ben oui. Ben oui, mais je pense que ça fait partie aussi du fait de vouloir faire des choses qui sortent du lot. C'est que des fois, tu te plantes, des fois, tu fais des choses, tu pousses un petit peu trop le bouchon. Mais on s'est toujours donné cette permission-là de pouvoir aller à des endroits qui sont un peu interdits. À quel moment la ligne a été franchie? Ben, il y a des moments où la ligne a été franchie, puis c'était plus une question de bon goût. Là. On a montré des couvertures avec des zizi tantôt sur... C'est sûr que moi, quand ma grand-mère recevait le magazine, parce que j'avais abonné ma grand-mère au magazine, je me demandais tout le temps comment elle allait réagir. Mais ça, c'était mon test de bon goût, mon baromètre de bon goût par rapport à ma grand-mère. Mais après ça, il y a des événements qui ont été peut-être plus corsés. Par exemple, il y a 4 ans, quand j'ai invité Éric Duhem, le chef du Parti conservateur, à venir écrire en nos pages, et puis que ça a créé une commotion au sein de notre équipe. Parce que ça a été une espèce de petit mélodrame chez Urbania, l'arrivée d'Éric Duhem comme chroniqueur. Oui, replaçons un petit peu les choses. Ça fait 4 ans. Éric Duhem fait jaser. Toi, tu es à Québec pour prononcer une allocution. Devant les députés à Québec sur l'avenir des médias. En fait, j'ai déposé un mémoire, puis je suis allé le livrer devant les députés. Et puis, j'avais annoncé, s'il n'y avait pas de prise en main, justement, de l'avenir des médias par le gouvernement, j'avais annoncé la fin de la culture québécoise d'une façon un peu mélodramatique. Et puis, ça avait été repris par la presse dans la presse. Et puis, Éric Duhem avait vu ça, puis il m'avait invité à son émission de radio. Et puis, quand il m'a reçu, immédiatement, il m'a dit « Bon, là, on est à Québec. Comment vous décririez Urbania aux gens de Québec qui ne vous connaissent pas? » Puis là, je suis arrivé pour répondre. Éric m'a interrompu, puis il dit « Vous êtes un magazine de gauchistes du plateau Mont-Royal. » Puis là, j'ai fait « Éric, on n'est pas seulement ça. » Il dit « C'est peut-être ton jugement de gars de droite qui officie à la radio de Québec. » Mais je dis « On n'est pas juste ça. On est aussi plein de choses. Puis il y a des gens de toute allégeance politique chez Urbania. Puis tu serais surpris. Puis même quelqu'un comme toi pourrait écrire en nos pages, Éric. » Fait que j'ai comme tendu la main de façon un peu candide et naïve. Ça commence toujours par une joke, hein? Ben une joke, exactement. Mais après ça, il m'a réécrit une fois l'entrevue terminée, puis il m'a dit est-ce que tu étais sérieux? Parce que je pense que ça pourrait être un bon coup, justement, d'exposer ton lectorat à des idées qui les challenge un peu. J'ai fait effectivement, parce que je trouvais aussi, de façon a posteriori, c'est vrai qu'on était rendu un peu des prêcheurs à ce moment-là. On était beaucoup on était dans notre mouture à peu près la plus woke qu'on a été. Les défenseurs d'une nouvelle morale. Exactement. Puis, à la rigueur, un peu comme j'ai toujours trouvé, moi, comme je laisse la place à des plus jeunes pour contrôler l'aspect éditorial d'Urbania, bien, il y a des moments où c'est des valeurs qui sont pas les tiennes qui sont mises de l'avant. Et puis, à ce moment-là, bien, je me suis juste dit... Bien, je pense que le moment où Éric m'a dit « Vous êtes un magazine de gauchiste du plateau », j'avais comme l'impression de me faire mettre une caricature de moi-même dans le visage. Puis c'est comme si on me disait « Tu deviens prévisible ». Ça devient prévisible, Urbania. Et puis c'est pour ça que j'ai voulu casser un petit peu cet aspect-là. Mais en invitant Éric Duhem, en l'annonçant à mon équipe, je me suis rendu compte à quel point on était devenu une église, effectivement. Puis là, je faisais rentrer le diable dans l'église. Et là, ça a fait brasser un petit peu... Oui, puis c'est pas juste une histoire de chicane interne. C'est sorti dans les médias parce qu'il y a eu une lettre ouverte. On a dénoncé ma décision comme étant quelque chose que j'imposais à l'équipe en leur rentrant dans la gorge de force. 4 ans plus tard, ton regard là-dessus, est-ce que c'est que tu es allé trop loin, que tu as fait une erreur ou que l'équipe était trop... Je pense que l'idée d'exposer des gens à des idées qui ne sont pas les leurs était la bonne. Je pense encore qu'on vit quand même à l'ère des algorithmes, à l'ère des réseaux sociaux. On est exposé à des gens qui sont nos amis, qui pensent comme nous souvent. Je pense que d'être exposé à des idées qui nous challengent, c'est une bonne chose.
Je pense que l'idée de fond était bonne. Je pense juste la façon de le rentrer dans la gorge à une équipe comme ça, en l'imposant, en jouant au patron. Tout ce que j'ai tout le temps détesté dans la vie, c'est l'autorité. En exerçant mon joker d'autorité, de force comme ça, je pense que c'était pas la bonne façon. Mais je pense encore que l'équipe aurait pu être un petit peu plus légère dans sa réception de cette idée audacieuse. Mais ça reste un geste qui a fait réfléchir. Puis ça m'amène à une question que je t'ai posée souvent, puis de différentes manières, quand j'ai voulu t'interviewer pour écrire le livre. Je te demandais souvent, en 2003, tu lances le magazine, qu'est-ce que tu veux dire? Philippe, c'est quoi ton message dans ce bas monde? Puis j'avais jamais une réponse qui me satisfaisait. Mais j'en ai pas de réponse. Parce que honnêtement, le but de lancer le magazine au départ, c'était de se créer une espèce d'espace de création. C'est un laboratoire de création. Fait que, tu sais, c'est comme... quand un laboratoire, par définition, c'est quelque chose où tu expérimentes. Tu sais, tu connais pas les réponses. Puis le but de ça, c'était de collaborer avec des gens, c'était de faire une espèce de trip de gang créatif où on s'est dit, mais on sait pas où ça va nous mener, ce projet-là. Fait que, tu sais, mais c'est sûr qu'au fil du temps, à force de le faire, on a défini notre slogan comme étant « rendre l'ordinaire extraordinaire ». Ça a l'air un peu vaporeux, mais il y a quand même une mission derrière ça, c'est d'essayer de trouver la beauté dans des endroits où les gens la voient pas nécessairement. C'est des choses qui semblent banales au premier coup d'œil, peuvent être belles si tu les observes du bon angle. Fait que c'est ça notre quête de fond. Mais c'est pas un message engagé politique. J'ai des idées politiques, mais c'est pas pour ça que j'ai créé Urbania. Ouais. Ce qui est plate avec un livre, c'est qu'une fois que c'est fini, tu peux pas aller le mettre à jour. Mais en réfléchissant, après coup, en faisant la promo pour ce livre-là, puis quand on me posait des questions, j'en suis venue à la conclusion, puis c'est la première fois que je t'en parle, j'ai l'impression peut-être que tu ne voulais pas dire quelque chose, mais faire quelque chose. Je pense que oui, c'était une façon d'être dans l'action. C'est pour ça que j'ai dit que pour lancer le magazine, on a mis une date dans le calendrier, puis on l'a fait. C'est une façon de m'obliger à créer, à me sortir. Parce que quand tu es designer graphique, là, dans la vie, ce que tu reçois, c'est des commandes. Les gens viennent te voir avec des projets, mais tu exécutes ce que les gens ont besoin, les besoins des autres. J'avais envie de réaliser mes besoins à moi, mes besoins de m'exprimer, mes besoins de faire des choses créatives. Fait qu'effectivement, c'était une façon de me botter le cul pour faire quelque chose. À un moment donné, quand ça fait 20 ans que ton entreprise existe, puis que c'est rendu gros, puis qu'il y a du monde, est-ce que c'est encore une façon de réaliser tes besoins, tes désirs, tes rêves? Bien, on fait encore ça. Moi, je reste pas en place. Je suis tout le temps en train de lancer des nouveaux projets depuis 20 ans. Encore, à chaque 3 mois, j'arrive avec une nouvelle idée à mon associé Raphaël, puis je dis pourquoi on fait pas ça? Puis je m'arrange on s'arrange pour que ça se fasse après coup. Mais moi, de tout le temps être en mouvement, de ne pas m'asseoir sur mon derrière puis prendre pour acquis que tout ce qu'on fait, ça va être ça pour la fin de mes jours. Moi, j'ai envie de tout le temps lancer des projets. C'est pour ça que je suis entrepreneur dans la vie. C'est pour ça que je lance des projets comme Urbania. Dans les affaires plus récentes chez Urbania, il y a la télé. Bon, c'est sûr que c'est juste la TV, ça fait longtemps que vous le produisez, mais je pense que je me trompe pas si je dis que c'est un domaine dans lequel tu aimerais mettre de plus en plus d'énergie. Bien, ça fait depuis 2007 qu'on produit des émissions de télé. Hein. En 2007, on a fait une émission. En 2006, on a fait, avec Catherine Pogonat, des capsules dans Mange ta ville. Exactement. C'est comme ça que ça a commencé un peu de façon fortuite. Mais ça a commencé doucement, la télé. Là. Après ça, vous avez eu C'est juste la TV. Non, quelques années après, on a fait Montréal en 12 yeux. On a fait des séries de documentaires avec TV5. Mais ça a été vraiment... La télé est venue un petit peu sur le tard parce qu'on l'a fait presque de la main gauche, dans le sens que la télé est venue à nous, puis on a fait des shows télé parce que les chaînes télé nous en ont demandé. Mais c'est sûr que ce que j'ai aimé du monde télévisuel, c'est que, contrairement aux magazines qu'on faisait avec 3 bouts de ficelle puis en payant les gens avec des coupons de bière, bien, dans le monde de la télé, tu as les moyens de tes ambitions. Quand tu as des idées ambitieuses, bien, tu as des sous pour le faire. Tu m'as dit ça quand on s'est parlé il y a 1 an et demi pour l'écriture de ce livre-là, mais... Aujourd'hui, il y a eu toutes les coupes à TVA, les pertes d'emploi. Il y a des coupes qui s'en viennent à Radio-Canada aussi. Est-ce que c'est encore une façon rentable de faire du contenu, la télévision? Bien, c'est comparé à d'autres secteurs comme le magazine papier, oui. Mais cela dit, la question est vraiment plus profonde. C'est plus un enjeu de c'est quoi la place du Québec dans cet univers-là. Puis avec une population de 8 millions quelques et comment on va financer notre culture pour l'avenir. Moi, c'est plus ça qui me préoccupe en ce moment. Puis il y a 2 secteurs en ce moment qui sont ébranlés en particulier. C'est le secteur des médias, justement. Puis il y a la loi C-18 qui a été passée par le gouvernement. Puis qui a fait en sorte, justement, que Meta, Facebook bloque les pages des médias en ce moment. Puis de l'autre, il y a la loi C-11, qui est la loi, justement, où on veut faire contribuer les Netflix de ce monde. Où, là, on tombe dans une discussion très nichée, mais c'est pas grave, c'est important. Je pense que ça intéresse les gens parce que n'importe qui
voit un segment à Salut Bonjour le matin, a envie de le partager à ses abonnés. On peut pas le partager sur les plateformes de Facebook. C'est terminé maintenant. Et le secteur de la télé, justement, tu parlais de TVA, mais donc la télé traditionnelle est regardée par des gens plus âgés. Donc, comment on va régénérer une population ou une génération de Québécois qui va être attachée à son star system, à sa langue, à sa culture, à sa musique? Ben moi, ça m'inquiète qu'on ait de moins en moins de lieux communs culturels. Mais ça me réjouit de voir un salon du livre plein comme aujourd'hui, par exemple. C'est bon signe. Bon signe pour la culture québécoise. Dans ce que tu dis, il y a tout l'aspect de la francophonie aussi qui m'intéresse. On a parlé tantôt de s'exporter en France. On a parlé de l'idée à faire, mais il y a tout ce rêve de francophonie que tu as. C'est un peu mégalomane, peut-être, mais il y a quelque chose de très touchant là-dedans. Pour toi, la culture francophone, c'est ce que tu as envie de promouvoir, puis c'est les liens que tu as envie de tisser en t'exportant partout. Oui, ben moi, je trouve que les Anglo-Saxons ont quand même ça. Entre l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, le contenu anglophone voyage, les séries télé voyagent, les médias voyagent, tandis qu'en français, on dirait que dès qu'il y a un accent, tu ne trouves pas de médias québécois en France ou près. Les francophones sont beaucoup plus difficiles avec les accents que les anglophones. Absolument. Connu, c'est comme si on ne se comprenait pas entre francophones, alors qu'il y a une nouvelle génération de francophones qui vient justement plus de l'ère numérique, qui n'a pas cette barrière psychologique-là. Puis moi, c'est dans ça que je m'inscris. Quand je regarde un Xavier Dolan qui fait des films avec l'accent québécois puis qui s'en va les présenter à Cannes, puis sans gêne, bien moi, c'est dans ça que je veux m'inscrire. C'est dans cet esprit-là où on dit on n'est pas complexé par qui on n'est pas complexé par notre identité, puis on veut la faire rayonner. Puis l'idée de la francophonie, c'est de créer des ponts. Tu sais, l'image, il y a TV5 Monde, là, qui est une espèce de pont entre les francophonies, mais dans ma tête, Urbania devrait être un peu ce qu'est TV5 Monde, mais plus jeune et plus cool. Ça veut dire quoi, la francophonie? C'est d'abord l'Europe francophone, donc la France, la Belgique. La Suisse, tous les pays francophones d'Afrique. Mais après, c'est ça. Après, c'est l'Afrique. Bien, je pense que la plus grande population francophone au monde va être en Afrique. D'ici 30 ans, ça va devenir, je pense, 800 ou 900 millions de francophones africains. Urbania Afrique, c'est pour quand? Bien, je vais y aller un pays à la fois, mais on va commencer par conquérir la France, et ensuite la Belgique, puis après ça, on ira justement dans des pays africains. Mais pour vrai, c'est certain que j'adorerais ça, pouvoir dire qu'on a des cellules aux quatre coins du monde de gens qui créent du contenu, puis justement en français, puis que ce contenu-là voyage et partagé un peu partout. Tu parles beaucoup de la France. Qu'est-ce que tu dis? Je lance un nouveau projet à chaque 3 mois. J'appelle Raphaël Huysmans, qui est la vice-présidente d'Urbania, puis je parle de mon nouveau projet. Bientôt, dans quelques mois, quelques années, qu'est-ce que tu rêves de produire, d'éditer, de faire connaître aux gens? C'est quoi la prochaine affaire qui t'excite? Hey boy. Ben là, c'est sûr qu'on vient de se lancer dans la fiction. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait chez Urbania. On était beaucoup dans le réel puis dans les histoires vraies. Avec l'émission L'Air d'aller à Télé-Québec. Avec L'Air d'aller à Télé-Québec. Pour une deuxième saison. Oui, qui va être diffusée à partir de janvier à Télé-Québec. Mais ça, c'est sûr que c'est un nouvel univers qui s'ouvre à nous. C'est vraiment... c'est comme une autre façon de faire. Puis c'est de la même façon qu'avec le magazine. Justement, on en publiait des fictions dans le magazine à l'époque. Mais là, c'est comme le faire en audiovisuel. C'est un autre monde. C'est une autre façon de faire. Mais moi, ce que je rêve de faire, puisque on a commencé à le faire, c'est vraiment des documentaires d'envergure, justement, qui vont voyager à travers le monde. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je chéris très fort. Mais c'est ma passion, c'est vraiment le documentaire, moi, personnellement. Donc, des documentaires qu'Urbania produit, oui, puis qui, après, sont vendus à des diffuseurs partout dans le monde. Exactement. Un peu comme les capsules que vous faites avec le cubicule, les rideaux qui... Ça, c'est un show qu'on fait un documentaire qu'on fait pour Arte, qui s'appelle Fragment en France. Fragment. Mais non, mais vraiment des documentaires qu'on voit sur les plateformes, là, sur Netflix, sur Amazon, Disney+. C'est vraiment des documentaires d'envergure. On en fait un en ce moment, justement, sur un des fondateurs de Vice. Vous faites un documentaire sur un des fondateurs de Vice qui a été un modèle, oui. Vice qui était un modèle, mais qui a aussi voulu vous acheter. Oui, en 2015. Mais Vice, qui est né sur le boulevard Saint-Laurent, à 3 coins de rue de nos bureaux, il est né à peu près 10 ans avant nous, mais qui était vraiment une bande d'Anglos d'Ottawa qui était venue s'installer à Montréal puis qui avait lancé un magazine très décapant. Puis parmi eux, ils étaient 3. Donc, il y avait Shane Smith, Suru Shalvey et le 3e s'appelait Gavin McInnes. Gavin McInnes, qui était un dessinateur de BD à l'époque, avait été recruté justement pour son côté un peu flyé. Et puis, ce gars-là a vraiment donné le ton au magazine Vice. Il faisait les rubriques Do's and Don'ts, qui étaient des photos un peu candides sur la rue avec des commentaires très sarcastiques. Et puis, ce ton-là, donc il écrivait, il était un peu le rédacteur en chef de Vice. Il a vraiment donné l'esprit Vice. C'est vraiment Gavin qui l'a porté. Puis, à un moment donné, il faisait des blagues très déplacées, Gavin, puis il s'est fait expulser autour de 2008 par les fondateurs.
Et ce gars-là est allé fonder les Proud Boys. Donc, les Proud Boys, qui est un des deux groupes qui ont envahi le Capitole en septembre, en janvier, le 6 janvier de l'année, il y a 2 ans. Et puis, donc, ce gars-là a à la fois fondé le magazine Vice et fondé un groupe qui est considéré comme un groupe terroriste aux États-Unis et au Canada. Pourquoi il y a quelque chose de tellement profondément Urbania dans ça? Bien, c'est un très bon sujet. Parce qu'il il a participé à créer un magazine qui ressemble un peu à Urbania, mais c'est un gars, justement, qui est un peu une espèce d'iconoclaste, mais avec un côté un peu sombre qu'on va découvrir dans le documentaire qu'on est en train de faire en ce moment. Pour ça, il faut s'allier avec... Tu dis que tu veux produire des documentaires pour des diffuseurs comme Netflix ou, j'imagine, comme Amazon. Ouais. C'est une gang qui n'a pas la réputation de mettre le fait francophone de l'avant, nécessairement. Effet. Comment tu te débrouilles là-dedans? Ben, on se débrouille en insistant, en cognant la porte à multiples reprises, ou même parfois en produisant des trucs en anglais. Donc, on ne produit pas exclusivement en français. Mais c'est sûr que là, si tu veux me ramener sur ce terrain-là de la francophonie sur les plateformes, ça, c'est vraiment c'est un énorme enjeu. Ça fait des années que Netflix s'est supposé être installé au Canada puis investir en contenu francophone, puis il n'y a presque rien qui s'est fait. Fait que ça, c'est préoccupant, je veux dire ça. Amazon semble le faire un peu plus. Une petite affaire, mais j'étais au lancement de programmation d'Amazon et je me suis senti comme une gang de colonisés, avec des Américains qui nous lancent des 25 cents, puis une gang de producteurs québécois qui courent après les 25 cents qu'on nous lance. Encore ce matin, Hugo Dumas parlait de ce rêve de faire un Netflix québécois. Est-ce qu'il y aurait moyen que ce soit possible? Bien, en fait, c'est une idée qui a été mise de l'avant par Denis Dubois, qui est un ancien patron chez TVA. Puis l'idée, c'était vraiment de faire... Parce qu'effectivement, on est une petite population, que chaque diffuseur au Québec ait sa propre plateforme de diffusion. À un moment donné, on ne s'abonnera pas à 4-5 plateformes québécoises. Fait que l'idée, c'est comme le contenu audiovisuel au Québec est financé en partie par des crédits d'impôt, donc des aides gouvernementales, mais il dit, mais pourquoi il n'y a pas une plateforme où les diffuseurs seraient obligés de mettre dans une deuxième séquence de diffusion, donc les diffuseurs comme Radio-Canada, TVA, pourraient diffuser leur contenu en premier sur la plateforme, mais dans un deuxième temps, le partager, en fait, au public, comme on a tous contribué comme citoyens à le financer. Donc, c'est une idée que je trouve intéressante, mais c'est certain que si c'est pour faire un panier bleu du contenu, je pense pas que c'est une solution d'avant-garde. Mais je pense que ça mérite réflexion quand même. Je pense qu'en ce moment, on est tellement à un moment critique de notre histoire au niveau de notre identité culturelle. Ah ben, c'est Louise Lantagne. Bonjour, Louis. Mais donc, au niveau de notre identité culturelle, que c'est vraiment important, justement, qu'il y ait une mobilisation puis qu'on se fédère pour trouver une façon de faire rayonner notre culture aux plus jeunes, aux nouvelles générations. Oui, on pourrait continuer cette discussion-là sur l'avenir de la télé au Québec pendant longtemps. Il faut qu'on raccroche, Philippe, bientôt. Mais en terminant, c'est drôle parce qu'on a parlé beaucoup plus d'avenir dans ces 40 minutes que du passé, alors que le livre Urbania 20 s'attarde aux 20 années d'existence d'Urbania. Ta plus grande fierté dans ces 20 ans-là, entre 2003 et 2023, tout ce qui a été fait chez Urbania, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Bien, je l'ai dit un petit peu tantôt, puis je vais le répéter, c'est vraiment de regarder tous les talents que j'ai vus éclore, que j'ai contribué à faire éclore, tous les gens que j'ai spotés, que j'ai vu un petit quelque chose en eux, puis de voir qu'aujourd'hui, ils sont des joueurs établis dans leur secteur, dans leur expertise. Ça, c'est ce qui me rend le plus fier au final. C'est vraiment d'avoir mis au monde des talents. Ouais. Merci beaucoup, Philippe Lamar, d'avoir partagé merci, Tatiana. cette histoire-là avec nous. Avant que vous applaudissiez, je vous répète que le livre Urbania 20, qui est publié aux éditions Cardinal, est disponible au kiosque juste en arrière, 1707. 1707. Et vous allez y retrouver toute l'histoire de ce média-là et plusieurs photos que vous n'avez pas vues aussi dans la présentation que Philippe a dû censurer. Des photos qui n'étaient pas présentables à un jeune auditoire. Des photos qui ont expliqué que j'ai refusé à mes enfants d'apporter leur livre à l'école. Alors, j'espère que ça va faire un bon tease pour que vous alliez l'acheter. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Philippe. Merci Tatiana. Merci.